Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir. Nous reviendrons tout d'abord sur la série noire qui a touché l'armée française en Afghanistan ces dernières heures. Plusieurs accidents ont entraîné la mort de 4 militaires français. Nous irons à Kaboul dans un instant. La colère à Saint-Ouen au lendemain de la fusillade hier après-midi qui a coûté la vie à 2 hommes âgés de 25 et 28 ans. Sur place, on évoque un climat de peur. Notre enquête ce soir sur le travail des renseignements généraux, sur les bandes et sur le trafic de stupéfiants. À suivre également une affaire qui ressurgit du passé. Le cinéaste Roman Polanski a été arrêté lors de son arrivée en Suisse. C'est la justice américaine qui le recherche pour une affaire de viol sur mineur qui remonte, imaginez, à 1977. En Allemagne, Angela Merkel vient de remporter les élections législatives. Elle conservera son poste de chancelière. Défaite de la gauche et ce sont les libéraux qui devraient faire leur entrée dans la coalition gouvernementale. Nous irons à Berlin. La page politique en France avec tout d'abord le Premier ministre François Fillon qui lève le voile sur ses arbitrages budgétaires pour 2010. Et puis vous verrez que Europe Écologie fait l'objet en ce moment de toutes les attentions. Enfin, un dimanche de sport avec les résultats du week-end, le football, les championnats du monde de cyclisme et puis notre grand format ce soir sur le Real de Madrid qui sera l'adversaire cette semaine de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par cette série d'accidents qui a touché l'armée française sur le sol afghan. Accidents à répétition qui ont donc provoqué la mort de 4 soldats ces dernières heures. 2 autres sont toujours ce soir dans un état grave. Nous irons à Kaboul dans un instant. Mais d'abord, que s'est-il passé? Eh bien, on voit tout cela avec Gérard Grisbeck. Les militaires appellent cela une opération chat noir. Lorsque les drames se succèdent. Et c'est exactement ce qu'a vécu l'armée française aujourd'hui en Afghanistan. Premier drame, dans cette vallée d'Afghania où nous avions filmé il y a quelques semaines. Ces soldats du 3e régiment d'infanterie de Vannes sont en opération, de nuit. Lorsqu'un violent orage éclate, touché par la foudre, un soldat s'effondre, il n'a pas pu être animé. Mais quelques minutes plus tard, au même endroit, un autre soldat, progressant sur une piste à proximité d'un cours d'eau, a été happé par une vague, alors qu'il pleuvait terriblement, a été happé par un torrent de boue, de grêle. Et en dépit, je dirais, de l'intervention d'un de ses cadres, d'un adjudant, qui a tenté de le récupérer, ce soldat a disparu. Le 2e se noie à son tour. Les 2 soldats faisaient partie du 13e régiment de parachutistes de Dieuze, des bérets rouges filmés ici à l'entraînement, une unité d'élite de l'armée française. Cet après-midi, la petite ville de l'Est de la France était sous le choc. Déjà au début de l'année, 5 soldats étaient morts au Gabon dans un accident d'hélicoptère. C'est une immense tristesse que la population ressent ici à Dieuze. Vous connaissez sans doute les liens qui unissent le régiment aux Dieuzois et à tout le secteur. Et effectivement, nous sommes meurtris par cette triste nouvelle. Mais 2e drame, cette fois plus au sud, dans la vallée de Surobi. Lorsqu'un véhicule blindé est tombé dans un ravin, il transportait des légionnaires du 2e régiment d'infanterie. Il y a 1 mort et 2 blessés très graves. On retrouve sur place à Kaboul notre envoyé spécial Nicolas Bertrand. Bonsoir Nicolas. Une nouvelle journée noire sur le sol afghan, des accidents qui portent à 35 le nombre de victimes au sein de l'armée française. Oui, 4 morts en une seule journée. L'armée française n'avait plus connu tel bilan depuis l'embuscade d'Ouzbin. Ici même en Afghanistan, c'était le 18 août dernier. 10 soldats français étaient tombés dans une terrible embuscade. Mais cette fois-ci, pas d'embuscade, pas de bombes, pas même de tirs, comme vous l'avez vu dans ce reportage. Une série d'accidents tragiques dus en partie à une météo très difficile. Alors je me suis rendu sur le grand camp français de Kaboul ce soir, où les 4 dépouilles ont été ramenées dans le courant de la journée. J'ai pu m'entretenir avec quelques soldats. Je n'ai pas ressenti un abattement particulier. Un légionnaire me disait que ce soit dans des combats ou lors d'accidents, la mort, ça fait partie du métier, ça fait partie de la mission que l'on mène ici en Afghanistan, même si, comme aujourd'hui, c'est bien évidemment très très dur. Alors, demain, une grande cérémonie sera organisée ici même à Kaboul, sur le grand camp de War House. Les frères d'armes vont rendre les honneurs à leurs camarades décédés. Les 4 dépouilles seront ensuite rapatriées à Paris par avion militaire. Merci Nicolas. Dans l'actualité de ce dimanche, revenons maintenant sur la fusillade hier en fin d'après-midi à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. 2 hommes de 25 et 28 ans ont, je vous le rappelle, perdu la vie après avoir échangé des coups de feu. Il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Arnaud Comte, Yohann Nertombé, Arnaud Jacques.
La fusillade a éclaté en pleine rue, au cœur de l'après-midi, dans ce quartier de Saint-Ouen fréquenté par de nombreuses familles. Vers 16 h hier, des coups de feu sont échangés au pied de cette cité. Selon des témoins, 2 hommes âgés de 25 et 28 ans, récemment sortis de prison, se seraient entretués. L'un d'eux est mort sur place, l'autre quelques instants plus tard à l'hôpital. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre caïds lié au contrôle du marché de la drogue. Sur les lieux du drame, un pistolet automatique et des douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées. On franchit encore une fois une étape dans les règlements de compte d'économie souterraine. C'est-à-dire que si c'est bien relié à ça, on utilise des moyens violents et puissants pour ce genre de trafic. Dans cette ville située à la périphérie de Paris, les habitants parlent d'un quartier gangréné par des trafics en tout genre. Un quartier où règne la loi du silence. Vous pouvez regarder, voir, mais il faut fermer la bouche. Est-ce qu'il y a du trafic de drogue dans ce quartier? Ah, c'est pas possible ça. Il n'y a que ça ici. On voit des jeunes cagoulés. Quand je rentre chez moi, la première chose à voir pour ouvrir ma boîte aux lettres, c'est des trafiquants cagoulés. Vous voyez? Et vous rentrez avec la peur de ventre. Vous avez la peur au ventre. En 3 mois, Saint-Ouen a été le théâtre de plusieurs fusillades. En juillet dernier, un lycéen de 20 ans a été tué dans cette rue d'une balle dans la tête au cours d'une rixe entre bandes. Plusieurs élus de Seine-Saint-Denis parlent d'une situation qui s'aggrave de jour en jour. À leur demande, ils seront reçus mardi par le ministre de l'Intérieur. Et à Saint-Ouen, la colère semble donc monter face à cette violence, des bandes, des trafics qui se déroulent aux yeux de tous. La maire de la ville était notre invitée ce midi. Elle réclame de nouveaux moyens. On l'écoute. Il faut que la police reprenne une présence permanente dans ces rues et dans ces quartiers pour que ceux aujourd'hui qui font la loi, c'est-à-dire qui font régner leur loi, qui est la loi de l'argent, la loi des armes et qui aboutit à ces drames d'hier soir, eh bien, ne soit plus la loi qui règne à Saint-Ouen, mais que ce soit la loi de la tranquillité, la loi de la convivialité, la loi du lien social entre les habitants. Une affaire qui met en lumière le degré que peut parfois atteindre la violence dans certains quartiers, dans certaines villes, en banlieue, mais également à Paris. Nos équipes ont pu justement suivre le travail des renseignements généraux sur ces bandes et ces trafiquants. Un reportage rare. Vous allez pouvoir découvrir comment ces hommes travaillent, comment ils tentent de démanteler ces réseaux. Reportage Franck Genozo et Antonin Broutard. C'est l'enquête de ce dimanche soir. Il arrive par le RER pour se fondre dans la masse. Cet homme, à l'allure anonyme, est un policier des renseignements généraux. Nous sommes autorisés à l'accompagner dans la plus grande discrétion. Alors, de temps en temps, je vous parlerai de certains sujets qui n'ont rien à voir avec le nôtre, pour endormir un peu la méfiance. Sa mission cet après-midi, surveiller les bandes de la gare du Nord. À l'extérieur, un autre policier est positionné dans un véhicule banalisé aux vitres teintées. Son rôle sera de prendre des clichés. Les RG appellent cela un sous-marin. Oui, mais comment est ta vue? Tu vois bien? C'est parfait pour moi. Venez par là. Voilà, un point de fixation le plus chaud de la gare du Nord. Dans les sous-sols, un peu partout, de petits groupes de 4 à 5 personnes. Rien d'inquiétant à première vue, mais ici, les apparences peuvent être trompeuses. Vous pouvez avoir en très peu de temps ici 100, 150, voire 200 jeunes qui vont venir se mêler à un événement qui ne les concerne pas, qui a débuté par simplement une bousculade, un regard, et qui va dégénérer en bagarre générale. Quelques secondes plus tard, un objet anodin attire l'attention du policier. Alors ici, vous avez un jeune, vous allez vous retourner, qui est avec une béquille là. Voilà. Alors, le comportement des jeunes avec une béquille attire beaucoup notre attention parce que la plupart du temps, ils ont une béquille qui ne leur sert pas vraiment à marcher. Dans la mesure où c'est une arme par destination qui est de plus en plus utilisée, que ce soit dans les agressions, que ce soit sur les manifestations de voie publique ou dans les bagarres générales. Il y a 2 ans et demi, la gare du Nord avait été le théâtre d'incidents violents. Plusieurs heures d'affrontements entre forces de l'ordre et casseurs. Depuis, la surveillance policière y est constante. Aujourd'hui, les hommes des RG suspectent plusieurs personnes de se livrer à un trafic. Eh bien, il y a des allées et venues entre un point et un autre. Des attitudes de méfiance lors des déplacements. Les individus se retournent, regardent un petit peu partout.
Et puis, visiblement, des prises de contact à l'extérieur de la gare. C'est pris, je le vois. Il est là, je le prends. Casquette noire, haut noir. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de recréer la bande au complet, quoi. Savoir qui est le leader, qui fait quoi, pourquoi ils sont là. Des informations rassemblées dans ce type de document. Le trombinoscope complet d'une bande. Rien qu'à Paris, il y en aurait entre 40 et 50. Avec l'élargissement de ses compétences, la préfecture de police s'occupera bientôt aussi de celle de banlieue. Le but étant de pouvoir les détecter à leur départ pour qu'ils puissent être interceptés en route. C'est un lieu de réunion, Paris? Paris, c'est un grand lieu de réunion. Même s'il y a aussi beaucoup d'affrontements en banlieue. Hein. Mais ça reste quand même un lieu très attractif. Et il y a quelques secteurs dans Paris qui sont particulièrement attractifs pour les bandes de banlieue. Des informations à réactualiser en permanence. Tête de vainqueur. Dans cette cité de l'ouest parisien, il y a 6 mois, les policiers ont démantelé un trafic de stupéfiants. Ils sont de retour dans leur planque, prêtée par un particulier. Dans la rue, il y a des signes qui ne trompent pas, comme la présence d'un guetteur. Ça, si lui est là, c'est intéressant. Le trafic a repris. Pour les RG, tout est à refaire. Depuis le début de l'année, leur activité a permis l'arrestation de 80 personnes. Je vous le disais en titre, le cinéaste franco-polonais Roman Polanski a donc été interpellé en Suisse alors qu'il se rendait à un festival de cinéma à Zurich. Une interpellation qui suscite la stupéfaction, vous allez le voir, du ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand. Il s'agit en fait d'une affaire de mœurs qui remonte à 1977 aux États-Unis. Pascal Deschamps, Nathalie Sapena et Thomas Donzel. Ce devait être un hommage de plus pour Roman Polanski, mais le passé l'a rattrapé au pied de la passerelle. La police suisse l'attendait dès sa descente d'avion pour l'arrêter à la demande de la justice américaine. Un mandat d'arrêt vieux de 32 ans, mais réactivé récemment. C'est de 2005 qu'il est dans l'Interpol, écrit dans l'Interpol. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, on a le devoir de l'arrêter sur le territoire suisse. Polanski derrière les barreaux titre déjà les grands médias américains qui rappellent une histoire plutôt complexe. En février 1977, Polanski est arrêté aux États-Unis. Samantha Gailey, 13 ans, l'accuse de l'avoir violé après une séance photo. Polanski nie le viol, mais plaide coupable pour relations sexuelles avec mineurs. Il fera 42 jours de prison. S'ensuit alors un micmac judiciaire. Le juge se serait acharné contre le cinéaste qui décide alors de fuir les États-Unis pour échapper à une nouvelle incarcération. Je voulais partir parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. Soupçonné de partialité, le juge se voit en effet retirer le dossier. Un documentaire américain réalisé en 2008 par cette femme relance l'affaire en prouvant que Polanski n'a pas eu droit à une procédure équitable. Et surtout pour la première fois, sa victime témoigne, lui pardonne et demande à la justice américaine de clore enfin le dossier. Son arrestation jette donc la consternation, une incompréhension partagée par le ministre de la Culture. On sait les conditions dans lesquelles c'est arrivé et de la même manière qu'il y a une Amérique généreuse que nous aimons, il y a aussi une certaine Amérique qui fait peur. Le président de la République suit le dossier très attentivement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui ce matin et je pense qu'il est au même diapason d'émotion que moi. Ce soir, la Suisse attend la demande officielle d'extradition américaine, une demande que Polanski et ses avocats pourront contester devant un tribunal. Et on prend tout de suite la direction de Washington. Bonsoir Alain de Chalvron. On croyait donc cette affaire oubliée, faisant partie du passé de Roman Polanski. Mais la justice américaine, elle, n'a donc apparemment pas du tout oublié ce dossier. Oui, avec un certain acharnement, même 30 ans après les faits, alors que la victime a elle-même pardonné. Alors, c'est vrai que tout de même que Roman Polanski a fui les États-Unis avant son procès. Et aucune justice au monde n'aime beaucoup ça. Le juge avait juré d'avoir la peau du metteur en scène. Il est aujourd'hui décédé, mais son successeur a repris le combat, d'autant plus volontiers que c'est toujours bon pour un juge d'avoir une vedette d'Hollywood à son palmarès. Deuxième question, pourquoi la Suisse se réveille-t-elle maintenant alors que Roman Polanski est passé maintes et maintes fois? Alors, c'est vrai aussi que la Suisse est dans ses petits souliers avec les États-Unis depuis que Barack Obama a déclenché la chasse aux paradis fiscaux. Mais honnêtement, quel rapport?
Un mot, Alain, de toute autre chose. On va suivre votre reportage sur le climat de critiques maintenant qui entoure en ce moment Barack Obama, des critiques qui ont même un parfum de racisme. Oui, le débat sur la couleur de peau du président est rouvert. Alors, la grande majorité des Américains ne se pose plus la question depuis l'élection, mais y a-t-il encore une frange, petite mais bruyante, qui conteste la légitimité de cette élection, tout simplement parce qu'un président ne devrait pas être noir? Et derrière leur critique de Barack Obama, y aurait-il un relent raciste? Voilà les pièces du dossier. C'est la question du moment aux États-Unis. Les manifestations monstres contre la réforme de santé, devenues manifestations anti-Obama tout court, sont-elles légitimes? Ou alors, par leurs outrances même, ont-elles dépassé la ligne rouge? Pire, sont-elles l'expression d'un sentiment latent de racisme? C'est l'ancien président Jimmy Carter qui a mis les pieds dans le plat. Ce type d'attaque personnelle contre Obama est le résultat de cette croyance qu'il ne devrait pas être président parce qu'il est noir. C'est purement du racisme. Certaines pancartes sont de toute évidence limites en termes de racisme. L'organisateur des manifestations minimise. J'ai vu très peu de racisme ou de colère et ceux qui étaient limites sont marginalisés. Après tout, George Bush était aussi diabolisé en son temps. Les manifestants aux États-Unis n'y vont pas avec le dos de la cuillère. En revanche, au Congrès, le respect de rigueur et un président interrompu par un député criant « menteur », c'est beaucoup plus rare. L'intéressé lui-même, Barack Obama, a tenu à mettre fin à la polémique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme du tout dans ces débats publics. Ce que je veux dire, c'est que ce débat sur la santé n'est pas à propos de la race, mais à propos d'une vraie préoccupation de certains sur la façon dont le gouvernement devrait fonctionner. Depuis le 20 janvier, depuis son entrée à la Maison-Blanche, Barack Obama s'efforce de faire oublier sa couleur de peau. Il est président tout court et non pas président noir. Aussi, la polémique ouverte par son ami Jimmy Carter n'est-elle pas du tout la bienvenue? L'actualité ce soir, c'est également les élections législatives en Allemagne et Angela Merkel va donc retrouver son poste de chancelière. Victoire donc des chrétiens démocrates, défaite de la gauche. Bonsoir Arnaud Boutet, vous êtes à Berlin et vous suivez ces résultats. Bonsoir. Vous nous confirmez donc cette victoire pour l'actuelle chancelière allemande qui va pouvoir changer également de coalition? Oui, on a même pu voir qu'elle était radieuse tout à l'heure lorsqu'elle s'est exprimée, car c'est un jour très important pour Angela Merkel. Beaucoup, y compris chez ses amis conservateurs, avaient critiqué sa campagne, lui reprochant parfois de ne pas assez s'investir. Eh bien, ce soir, la chancelière obtient exactement ce qu'elle désirait, un second mandat, mais surtout une nouvelle coalition, cette fois de centre-droit, avec les libéraux. Et le nouveau tandem dispose d'une majorité confortable pour gouverner le pays. Alors en face, ce n'est pas la fête. Les sociaux-démocrates, l'équivalent du centre-gauche, perdent 11 points et c'est le plus mauvais résultat depuis l'après-guerre. Enfin, pour terminer, la participation, plus de 72%. Alors elle a peut-être de quoi faire rêver les politiques français, mais sachez Laurent qu'elle n'a jamais été aussi basse dans l'histoire de l'Allemagne fédérale. Merci Arnaud Boutet en direct de Berlin. Et ce soir, Nicolas Sarkozy salue chaleureusement la victoire d'Angela Merkel, soulignant le prix qu'il attache, je cite, à la relation unique entre nos deux pays. À l'étranger, toujours en bref, sachez que l'Iran a effectué plusieurs tirs de missiles aujourd'hui au cours d'exercices militaires. Une démonstration de force dans le contexte de tensions internationales après l'annonce par Téhéran de la construction d'un second site d'enrichissement d'uranium. Aux Philippines, maintenant, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Ce sont désormais près de 100 personnes qui auraient perdu la vie après le passage d'une tempête tropicale. Des dizaines de milliers d'autres ont dû quitter leur maison à la suite d'importantes inondations. On comprend l'ampleur du désastre en regardant ces images commentées par Gilles Rabine. Ce radeau de fortune, c'est le toit de leur maison où ils s'étaient réfugiés. Le radeau est venu se disloquer sur un des piliers du pont. Seul un enfant de cette famille a pu être sauvé. Les autres, le courant les a emportés, on ne les retrouvera pas. La violence de la tempête tropicale qui a frappé Manille hier, c'est du jamais vu. À chaque minute, l'eau montait. Je me suis dit, si l'eau submerge la maison, il va y avoir beaucoup de morts.
Et l'eau a submergé les maisons, des trompes d'eau pendant 9 heures, avec des vents en rafale à plus de 100 km/h. La ville est ravagée et devant l'ampleur des dégâts, les survivants sont désemparés. Notre communauté n'a plus rien à manger et nous n'avons aucun moyen de trouver de la nourriture. 350 000 personnes ont été déplacées, elles sont désormais sans abri. Ce soir, le bilan est de presque 100 morts et disparus, un bilan malheureusement provisoire. Il est 20h19 à suivre. Dans un instant, la politique avec François Fillon qui lève le voile sur ses arbitrages pour le budget 2010. Un dimanche de sport avec les dernières images et résultats du week-end de notre grand format sur le Real de Madrid qui rencontre Marseille cette semaine. Enfin, cinéma, le box-office et puis le réalisateur Steven Soderbergh revient avec un polar énigmatique dans le rôle principal, Matt Damon. Le film s'appelle The Informant. Mais avant cela, quel arbitrage pour le budget 2010 de la France? Eh bien, François Fillon a dressé aujourd'hui dans les colonnes de nos confrères du JDD les grandes lignes de tout cela. Il y parle de primes à la casse, de forfait hospitalier et des mesures de soutien à l'économie. Valérie Lerouge. Triste record pour les caisses de l'État en 2009. Le déficit atteint 140 milliards d'euros. François Fillon espère le ramener à 115 milliards l'an prochain. Le gouvernement table sur une reprise de la croissance, mais les Français vont aussi devoir faire des efforts. Dans le domaine de la santé notamment, le forfait hospitalier passera de 16 à 18 euros et de nouveaux médicaments jugés non indispensables seront déremboursés. La prime à la casse est prolongée mais diminue progressivement. 1 000 euros aujourd'hui. Elle passera à 700 euros le 1er janvier et 500 euros le 1er juillet 2010. Le Premier ministre a voulu un budget vert avec la création de la taxe rebaptisée anti-carbone, des avantages fiscaux sur les logements verts, mais les bonus sur les voitures propres vont diminuer, victimes de leur succès. Une mesure n'apparaît pas dans ce budget, celle proposée par Jean-François Copé, qui voulait fiscaliser les indemnités d'accident du travail. Nicolas Sarkozy y était pourtant favorable. Les députés UMP pourraient bien la remettre sur les rails lors du débat parlementaire le mois prochain. Et face à ces prises de position du Premier ministre, réaction aujourd'hui à gauche, celle de Benoît Hamon pour le Parti socialiste. On l'écoute. Vous parlez tranquillement d'un déficit de 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros, c'est 8% de la richesse nationale. La France est ruinée, juste il faut se le dire, quoi. Nous sommes ruinés. Pas de prélèvement supplémentaire, c'est une blague. On vient de voter la taxe carbone, c'est-à-dire un impôt supplémentaire que vous paierez et qu'en dépit des compensations qui vous seront versées sous la forme d'un crédit d'impôt, vous paierez plus de taxe carbone que le chèque que vous recevrez juste avant les régionales. Il ne faut pas l'appeler le chèque vert, il faut l'appeler le chèque régional de M. Sarkozy. Donc vous avez là deux mensonges. Nous avons un pays ruiné et il y a un impôt nouveau. La politique toujours, et parlons maintenant des amis d'Europe Écologie qui se réunissaient à Paris aujourd'hui. Il est vrai que depuis quelque temps, et sa percée aux élections européennes, Daniel Cohn-Bendit a de plus en plus d'amis. Confirmation aujourd'hui avec les visiteurs du jour. Reportage Valérie Astruc et Alexis Delcourt. Quand Daniel Cohn-Bendit rencontre un membre du gouvernement, il fait de l'ouverture à sa manière. Je ferme, j'enferme Jean-Louis Borloo. J'encercle même. Voilà, j'encercle. Ah ma pauvre chérie. L'emprise ma femme, c'est déjà pas mal. Courtisé par la droite, courtisé aussi par les amis de François Bayrou. Attention, voilà le modem. Sans oublier les socialistes et les Verts. Bref, en une journée, tout le monde est venu voir la vedette des élections européennes. On a là une caution de gauche radicale avec Noël. Nous avons parfaitement conscience que nous sommes devenus un gibier qui attire les appétits de beaucoup de prédateurs politiques. Officiellement, la rencontre avait pour but de promouvoir la taxe carbone et le rendez-vous de Copenhague sur le réchauffement climatique. Sur ces sujets, Daniel Cohn-Bendit réclame l'union sacrée et ne boude pas son plaisir de voir surtout la droite lui faire les yeux doux. Il manque plus que Sarko, et pour la prochaine. C'est pas parce que on arrive peut-être à un moment à faire de la politique autrement, qui n'est pas dans la culture politique française du toi t'es de droite, toi t'es de gauche, right or wrong, mon camp, etc., qu'on fait un objet non identifié. Bref, Daniel Cohn-Bendit a voulu aujourd'hui montrer que Nicolas Sarkozy n'a pas le monopole de l'ouverture. Lui aussi se veut au centre du jeu. Et puis sachez que Pierre-Christian Tétinger, figure marquante du Sénat, ancien maire du 16e arrondissement de Paris, est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans, issu d'une grande famille de producteurs de champagne, homme politique de droite, mais apprécié au-delà de son camp. Il aura eu une vie d'une incroyable richesse.
Un dimanche de sport avec les images et les résultats de cette fin de week-end, de la Formule 1 et la victoire de Lewis Hamilton à Singapour. Cadel Evans, l'Australien, est champion du monde de cyclisme, du tennis et puis le football et la Ligue 1. Et tout cela, c'est avec Julien Benedetto. En passant par la Lorraine, Gaël Monfils a brisé une vilaine malédiction. Après 6 finales perdues, le Parisien remporte à Metz le 2e titre de sa carrière. Il bat en finale l'Allemand Kohlschreiber en 3-7, 7-6, 3-6, 6-2 et se rapproche tout doucement de la 10e place mondiale. Formule 1 Grand Prix de Singapour en nocturne. Victoire de l'Anglais Lewis Hamilton, champion du monde en titre, sur McLaren Mercedes. 5e, son compatriote Jenson Button conserve la tête du championnat. Ironie du sport, Renault a brillé pour son retour sur les lieux du scandale. Un an après le faux crash, l'écurie aux losanges signe un podium inespéré, le premier de l'année, grâce à Fernando Alonso, 3e. L'Espagnol quittera Renault à la fin de l'année. Cadel Evans est un pionnier. À 32 ans, il devient le premier Australien champion du monde de cyclisme sur route. Cet habitué des places d'honneur sur le Tour de France s'impose en solitaire sur le circuit de Mendrisio en Suisse et s'offre le prestigieux privilège de porter le maillot arc-en-ciel pendant un an. Ligue 1 de football, Le Mans respire mieux. Cet après-midi, les Sartois surprennent Lens 3-0. Grâce notamment à ce joli doublé de Frédéric Thomas, ils remontent à la 15e place du classement. Lille et Nice font match nul 1 partout. Sport toujours avec notre grand format ce soir. Après sa défaite en championnat hier soir, l'Olympique de Marseille n'a pas préparé de la meilleure des façons son déplacement cette semaine chez l'un des clubs les plus prestigieux au monde, le Real de Madrid. Notre équipe s'est rendue en Espagne et nous fait découvrir de plus près cette équipe galactique. Manuel Tissier et Mathias Barrois. Cette réunion de jeunes salariés en short vaut son pesant d'or. À bonne distance des caméras, voici le Real Madrid à l'entraînement. Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaka et les autres. Ce sont 300 millions d'euros de salaire brut mensuel qui gambadent sur le gazon. Depuis 10 ans, le Real s'est fait une spécialité des castings de rêve. Le maillot blanc, symbole de l'argent roi, ce n'est pas nouveau. Mais jamais un club de football n'avait dépensé autant pour conquérir un marché. À chaque match, on sait que des millions de personnes vont regarder notre travail. Et on sait très bien que cela ne va pas plaire à tout le monde. Car la folie dépensière du Real n'a pas soulevé que des louanges à Madrid. Boutiques fermées, appartements à louer, la crise financière a durement touché la capitale espagnole. Et dans un pays qui compte 4 millions de chômeurs, les contrats en or font débat. Le Real s'est offert Ronaldo pour 94 millions d'euros, Kaka 65 millions et Benzema 35. Mais ces joueurs d'exception sont aussi des représentants. Avec un budget de 422 millions d'euros, le Real s'apparente à une multinationale et il ne se cantonne plus aux pages sportives. La transformation la plus importante qui a été suivie par le foot espagnol, c'était un peu l'adoption des principes de grands spectacles à l'américain, c'est-à-dire le star system. Soir de match à Madrid. Dans le quartier de la Coma, les supporters madrilènes se retrouvent dans l'une des peñas de la ville. Comme à Barcelone, le club appartient aux socios. Ils élisent le président et approuvent les comptes. L'endettement record du Real n'inquiète personne ici. La victoire n'a pas de prix. Le Real, il a toujours été le plus grand et sera tout le temps le plus grand. Cette année, on va tout gagner, surtout la Ligue des Champions, car la finale est à Madrid, au stade Bernabéu. Le Real a déjà remporté 9 Coupes des Champions, record d'Europe. Mais les projets madrilènes ne se limitent pas aux trophées. Le président veut aussi empiler les profits. Le stade sera bientôt rénové et un parc d'attractions doit voir le jour dans la capitale. Mercredi, Marseille va atterrir sur une autre planète. Le cinéma avec tout d'abord le box-office des sorties de la semaine. En tête, La Proposition, une comédie américaine sous forme de romance avec Sandra Bullock. Ensuite, L'Affaire Farwell, dernier film de Christian Carion avec Guillaume Canet et Emir Kusturica. Puis Le Dernier pour la route, adapté d'un récit sur la dépendance à l'alcool avec François Cluzet et Mélanie Laurent. Et enfin, Des mineurs, film américain sur la guerre en Irak. Coup de projecteur maintenant sur l'une des sorties de la semaine, le nouveau film du réalisateur Steven Soderbergh. Il s'appelle The Informant. On y retrouve Matt Damon en taupe pour le FBI. Matt Damon qui a pris quelques kilos pour ce film, vous allez voir. Rencontre avec Marie Jaujoin.
Mark Whittaker est-il un héros, un justicier ou un mythomane? Tu comptes démanteler ADM et ensuite y rester? Ils auront besoin de mes compétences. Mais tu es complètement à l'ouest. Pas vraiment. Mark Whittaker, cadre supérieur brillant d'un géant de l'agroalimentaire, a décidé de dénoncer les pratiques peu orthodoxes de sa société. Pour cela, il va devoir collaborer avec le FBI. Vous accepteriez de porter un micro? On a besoin de vous. 7h30 du matin, je m'approche du hall d'entrée des bureaux. Bonjour, Liz Taylor, secrétaire. C'est inutile de rajouter des commentaires sur les bandes lorsque vous enregistrez. Il suffit de problème. Un film sur l'espionnage industriel, plutôt un pastiche de cet univers, avec un Matt Damon métamorphosé, kilo en plus, cause joue, faux nez et moumoute, une taupe hors norme. Ce qui est drôle avec ce scénario, c'est qu'on apprend les choses petit à petit. Et puis on réalise très vite que rien n'est comme on nous montre. C'est comme si on épluchait un oignon. À chaque couche, on découvre une autre facette du personnage. Mark Whittaker existe vraiment. Cadre de chez ADM, spécialisé dans le traitement du maïs, il a été dans les années 90 informateur pour le FBI, permettant à l'État américain de récupérer des millions de dollars. Seul problème, le héros est aussi mythomane. Il a falsifié des documents et s'est mis quelques millions en poche. Résultat, 9 ans de prison et un best-seller dont le film s'inspire. C'est très facile d'avoir de l'empathie pour lui. J'ai tout de suite senti que je pouvais trouver un lien avec le personnage, rien qu'en lisant le livre. Et en dépit du fait qu'il entourloupe tout le monde. Mark Whittaker, agent secret 0014. Pourquoi 0014? Je suis 2 fois plus futé que 007. 2 fois plus futé et 2 fois plus drôle aussi. Grâce à Matt Damon, acteur polymorphe et surdoué. Je crois qu'il a réussi. La preuve qu'un sujet sérieux, voire ennuyeux, passé au crible de l'ironie, peut devenir une comédie irrésistible. Quel beau week-end sur une grande partie de la France. J'espère que vous avez pu en profiter. Le soleil et les températures étaient estivales. Ce fut le cas aujourd'hui à Seignos où, vous allez le voir, les meilleurs surfeurs du monde s'étaient donné rendez-vous. Candice Olivari et Bernard Bonarme. Prenez le gratin du surf mondial, ajoutez à cela une énorme pincée de soleil et vous obtiendrez une plage bondée. Aujourd'hui à Seignos, tous les ingrédients étaient réunis. C'est parfait, il fait beau, il y a du monde, ambiance surf, nickel quoi. Surf, surf, surf. Yes. And the boys. J'adore ce sport. Pour moi, c'est à la fois la nature et la liberté. Des clichés saupoudrés par petites gouttes, de la mèche peroxydée au speaker dont les origines landaises passeraient presque inaperçues. En passant par Kelly Slater, 9 fois champion du monde, immanquablement adulé. Des surprises, il y en aura heureusement grâce à la compétition, avec la performance de ce Français, Patrick Beven, commentaire en direct. Oh yeah! Un roller, 2 rollers, 3 rollers, 4, et puis voilà. De beaux rides qui l'amènent jusqu'en demi-finale. Je suis content vraiment de cette performance. Je suis content aussi que tout le public soit avec nous, avec tous les Européens et les Français. Alors raconte-nous, t'as qui là pour l'instant dans ton petit carnet? Bah je sais pas trop en fait. Autographe ou pas, certaines habituées du circuit sont loin de se laisser impressionner. On en a vu de meilleurs quand même. Ouais. Un peu blasées les filles quand même. Et c'est l'Australien Mick Fanning, numéro 2 mondial, qui remporte cette seule étape française du championnat. Et puis comme chaque dimanche, voici maintenant l'agenda de la semaine à venir. C'est mardi que Nicolas Sarkozy dévoilera une série de mesures pour les jeunes de 16 à 25 ans, victimes de la crise économique et du chômage. Journée décisive mercredi pour Dominique de Villepin, qui sera entendu par les juges dans le procès de l'affaire Clearstream, qui entame sa 2e semaine. Et puis samedi, la Nuit Blanche investit Paris et plusieurs communes d'Île-de-France, Notre-Dame, la Grande Mosquée de Paris ou encore l'Institut océanographique participent à l'événement pour la première fois. Voilà, avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'une des informations. C'est la victoire d'Angela Merkel aux élections législatives en Allemagne. L'actuelle chancelière pourra désormais compter sur une coalition avec les libéraux du centre droit. Défaite historique, en revanche, pour les sociaux-démocrates allemands. Fin de cette édition. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. Et d'ailleurs, tout au long du week-end. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Votre film ce soir, The Sentinel, avec Michael Douglas et Eva Longoria. L'information demain dès 6h30 Télématin, à 13h Sophie Le Saint et à 20h, bien sûr, David Pugelas. Je vous souhaite une très belle soirée.